Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Pequignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Dédicace. À mes parents. Salwa et Nadim. Remerciements. Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, de près ou de loin, à mener à bien cet ouvrage. Ma pensée va d'abord à mon collègue et ami, Gabi Chahine, qui a accepté de lire ce travail malgré son emploi du temps chargé. Je le remercie vivement pour son regard perspicace, ses critiques précieuses et sa franchise. Je suis reconnaissante à l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient de m'avoir attribué l'allocation de perfectionnement formation recherche 2014 à 2015. Je remercie aussi le père Hadi Mahfouz, recteur de l'Université Saint-Esprit de Kaslik, USEK, pour ses encouragements constants. Je pense également à mes étudiants de l'Institut supérieur des sciences politiques et administratives de l'USEK où j'enseigne, qui, par leurs regards mais aussi leurs angoisses relatives à l'avenir de leur pays, ont contribué indirectement à faire avancer la réflexion. Un grand merci enfin à Jean-Paul Chagnolot et Pierre Blanc de m'avoir donné cette belle opportunité de publier ce livre. J'ai une pensée particulière pour ma famille. Mon mari Régis pour ses remarques pertinentes et son soutien, mes enfants Daniel, Alexandre et Rémi pour leur amour et leur patience. Introduction. En mars 2005, des mouvements populaires secouent la société libanaise. Une contestation de grande ampleur baptisée Printemps libanais. Ainsi, près de 5 ans avant le début de ce qu'on a appelé le Printemps arabe, l'opinion internationale assiste au bouillonnement d'un pays avide de changement. Galvanisés, les Libanais descendent dans la rue, toutes communautés religieuses confondues, pour réclamer plus d'État. Plusieurs questionnements agitent aussitôt les esprits. S'agit-il d'un éveil national visant à la réalisation d'un projet intercommunautaire ? La nation libanaise va-t-elle enfin se réconcilier avec son État ? Ce dynamisme collectif qui a réussi pourtant à déstabiliser le gouvernement et à le mener à démissionner, n'a pas pu forger une nouvelle identité politique. Est-ce alors une occasion manquée pour refonder la charpente sociopolitique libanaise et effectuer une transformation tellement désirée par les citoyens ? Sans doute. L'État libanais, qui a bientôt 100 ans, il a été créé en 1920, peine à trouver la bonne expression politique pour gérer sa société multireligieuse. L'histoire du pays des cèdres reste forgée par les tensions et les guerres. De la crise de 1958 à l'agression de juillet 2006, en passant par la guerre de 15 ans, 1975 à 1990, autant de tragédies gravées dans la mémoire collective libanaise. Engager un récit optimiste relèverait de la gageure. Le Liban serait-il alors un pays condamné à la violence cyclique depuis sa naissance ? La marche de l'histoire révèle une réponse positive. Alors par où commence l'explication ? Par les origines d'une société refuge pour les différentes communautés religieuses qui le constituent ? Ou par l'hypothèse d'un État préfabriqué, confectionné par l'impérialisme occidental ? Le Liban n'est ni une société refuge, ni un État bricolé. Ces deux jugements ne semblent pas satisfaisants. D'une part, la pluralité sociale n'est pas une particularité uniquement libanaise. D'autre part, toute création étatique, au sens moderne du terme, comporte une dimension artificielle. L'analyse de l'évolution libanaise doit d'abord s'attaquer à la nature même de la relation établie entre l'État et la société. En effet, depuis sa création, deux Libans vivent et s'affrontent dans le même pays.
le Liban politique et le Liban social. Ces deux composantes, qui normalement doivent coexister dans un même système nationalo-étatique, n'arrivent pas à fusionner dans un seul dispositif sociopolitique. Autrement dit, le Liban et les Libanais ne font pas toujours un. D'où l'omniprésence d'une mémoire angoissée, jalonnée de guerre, de violence et d'émigration sans fin. D'où aussi un présent dominé par un pessimisme endémique qui se transmet de génération en génération, traduisant un sentiment d'impuissance qui fragilise toute perspective d'avenir. L'histoire du Liban est celle d'un divorce entre l'État et la société. Une fracture capitale à saisir pour déchiffrer l'évolution tortueuse et parfois douloureuse de ce pays. Ce manque de symbiose entre pouvoir et société fait que, près de 100 ans après la création de leur État, les Libanais se posent toujours la question de savoir si leur pays existe bien ou s'il est une fiction. Pour les optimistes, qui sont peu nombreux, les institutions sont là, alors il faut y croire. Les pessimistes, eux, sont convaincus que leur État n'est qu'une illusion politique et juridique, et ne correspond à rien. Leurs propos se radicalisent à la moindre secousse politique, arguant qu'il vaut mieux se rendre à l'évidence. Le Liban a du mal à exister et peut-il même encore survivre ? Cette remise en cause existentielle a quelque chose de redoutable. Quoi de plus effrayant pour les héritiers de la culture nationalo-étatique que nous sommes ? Et quoi de plus déroutant pour une population que d'assister à l'impotence de ces dirigeants qui, incapables de s'entendre sur des techniques de gestion étatique collective, s'évertuent à ravauder des outils politiques obsolètes ? L'impact des diplomaties étrangères n'est évidemment pas à négliger. L'État libanais, comme la plupart des pays du Moyen-Orient, est né à la fin de la Première Guerre mondiale. Les rapports Europe-Moyen-Orient dévoilent que ce dernier n'a que rarement constitué une carte maîtresse pour les diplomaties impériales européennes. Il ne l'est pas plus pour les grandes puissances aujourd'hui. Depuis les accords secrets de Sykes-Picot, 1916, jusqu'aux guerres en Irak, fin XXe siècle, les puissances européennes puis occidentales ont rarement abordé cette région comme une fin en soi. Elle est plutôt envisagée comme une zone intermédiaire, géographiquement et économiquement, servant à satisfaire leurs intérêts placés ailleurs. En réalité, cet Orient a toujours été moyen, dans tous les sens du terme. Le Liban ne fait pas exception à cette géométrie politique. Maillon faible de la région, il est contraint de trouver son équilibre au sein de spéculations politiques régionales et internationales, qui parfois le dépassent. Si vous pensez avoir compris ce qui se passe au Liban, peut-on lire dans le bureau d'un ancien porte-parole de la FINUL, c'est qu'on vous a mal expliqué. Le présent ouvrage part du principe que toute construction nationalo-étatique a sa part de complexité. Il ambitionne de présenter une vision à la fois claire, problématisée et concise de l'évolution libanaise. Un pays à la fois connu et mal connu de l'opinion internationale. Connu, car la porte de la question libanaise s'est ouverte à l'internationalisation dès le XIXe siècle et ne s'est jamais refermée depuis. Méconnu, parce qu'on l'associe trop hâtivement à un pays où vit un patchwork de communautés religieuses complexes qui n'arrivent pas à coexister. Devant ce constat, l'intelligence humaine ne peut que démissionner, laissant la place aux aléas des jugements simplistes que cet ouvrage tente de démonter. Loin de prétendre à l'exhaustivité, notre travail reformule la problématique libanaise dans un propos synthétique, articulé en 3 parties. Les 2 premières s'attardent sur les étapes les plus saillantes de l'évolution étatique libanaise, dans le souci de dégager quelques constantes susceptibles de stabiliser la réflexion. La 3e partie est placée sous le registre de la nation. Elle défend l'idée que, pour saisir la société hétérogène libanaise, il convient de modifier nos moyens de perception plutôt que de rentrer dans le cercle vicieux qui met en avant l'idée d'un pays ingouvernable. Notre ambition est la suivante: rendre compte le plus clairement possible des mécanismes qui font fonctionner une nation, qui plus est, une nation multireligieuse au sein d'un État souvent démissionnaire. Nous montrerons comment les Libanais essayent d'inventer leur nation, pour remédier aux déficiences d'une construction étatique en déphasage avec leurs attentes. La 4e et dernière partie offre un panoramique du paysage politique actuel, point essentiel, étant donné les mutations qu'a connues la vie des partis politiques libanais. Elle aborde ensuite la question des énergies gazières et pétrolières, question qui se trouve au centre des préoccupations internes et régionales. Notre travail a un fil conducteur:
démontrer la caducité du confessionnalisme politique dans sa formule actuelle. L'équation politique-confession demande une réforme impérieuse, faute de quoi le Liban demeure exposé à un éternel retour de la violence. Reste à savoir laquelle. Le présent ouvrage ne cherche pas à répondre à cette question, qui demanderait à elle seule un investissement spécifique. Il tente de recadrer la représentation de la condition libanaise, dans l'ambition de reconsidérer le fonctionnement de cette société souvent taxée de complexe, et d'aller ainsi à l'encontre des idées reçues. En soi, la complexité n'est qu'un ensemble de choses simples qu'il faut comprendre. Pour ce faire, le choix des outils d'analyse du cas étudié est capital. Cet ouvrage synthétique met à la disposition du lecteur des moyens factuels et conceptuels qui lui permettront, nous l'espérons, de pénétrer dans la problématique libanaise. Naissance et défis de l'État moderne. Quand commence le Liban ? Comme tous les pays, l'État libanais n'a pas toujours existé. Toute construction nationale a besoin de mythes pour s'établir, se trouvant ainsi encastrée entre le réel et l'imaginaire. La création du Liban n'échappe pas à cette vérité, d'autant plus que son histoire est souvent l'otage d'historiographies contradictoires. Si le Liban comme État existe depuis le début du XXe siècle, il est possible de parler d'une entité libanaise à partir du XVIe siècle. Le Liban a d'abord été le Mont Liban, c'est le Liban ottoman, que nous examinerons dans un premier temps. Il devient un État, au sens moderne du terme, avec la mise en place de ce qu'on a appelé le Grand Liban 1920, mué ensuite en République libanaise 1926. Ce nouvel État est placé sous mandat français jusqu'en 1943, date à laquelle il obtient son indépendance. Il peine toutefois à trouver un équilibre propre. Les techniques politiques et juridiques d'inspiration européenne se trouvent inaptes à gérer une société résolument hétérogène. Plus de 30 ans après son indépendance et malgré des réformes sérieuses pour consolider ses institutions, le pays sombre dans la guerre. Le Liban ottoman. Quelle identité libanaise ? Le Liban fait partie de l'Empire ottoman pendant près de 400 ans, 1516 à 1918. Avant cette période, il subit la domination de différents empires et civilisations qui se succèdent et gouvernent le Mashrek. Il est ainsi byzantin jusqu'à l'arrivée des Arabes, au 7e siècle, où il devient omeyyade puis abbasside. Il passe ensuite sous le pouvoir des Francs durant la période des croisades, puis sous celui des Turcs mamelouks, avant d'être absorbé, comme province, par l'Empire turc-ottoman. Qu'est-ce que le Liban ottoman ? 3 phases le caractérisent, traduisant 3 modes différents de gestion territoriale. La principauté tout d'abord, ou Imara, émirat, qui va durer plus de 300 ans, 1516 à 1840. Les 2 districts ensuite, ou Kaïmakamia, qui divisent le territoire en 2 parties pour une période de 20 ans, 1840 à 1860. Le gouvernorat enfin, ou Mutasarrifaya, qui réunifiera le territoire sous une nouvelle organisation administrative pour une période de près de 60 ans, 1860 à 1920. L'émirat, 1516 à 1840. Liban, Mont Liban ou Mont des Druzes. Le Liban nalte au XVIe siècle et dans la montagne. La distinction territoriale montagne-ville est à retenir. En effet, l'entité libanaise voit son autonomie émerger dans la montagne et non dans les villes gouvernées directement par l'administration ottomane. Le rattachement des villes côtières à la montagne ne se fera pour la première fois dans l'histoire du pays qu'en 1920, avec la fin de l'Empire. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman est à son apogée. Il est impressionnant par sa taille. Du Mashrek jusqu'aux portes de Vienne au nord et à la lisière du Maroc au sud, par sa durée, 644 ans en tout, par la stabilité de son administration. Le trône est conservé par une seule famille, celle des Osmanes, et enfin par son armée, en particulier son noyau solide, le fameux corps d'élite des janissaires. La première phase du Liban ottoman est appelée principauté ou émirat, Imara. Il bénéficie d'une gestion socio-administrative locale qui lui est propre. C'est dans ce sens que le terme spécificité libanaise est parfois employé. Il reflète la condition relativement autonome de la montagne gérée par le système féodal des notabilités locales, ayant à sa tête l'émir, prince. 2 grandes familles vont successivement diriger le Mont Liban, les Mahan et les Chéab.
La famille des Mahan est présente dès 1516, date à laquelle le Mashrek passe sous domination ottomane. Elle gère les affaires locales jusqu'en 1697, 1669 selon certaines sources, et sera remplacée par les Chéabes jusqu'en 1840, date de la fin de l'émirat. Dès sa constitution, la principauté est de nature sociale multicommunautaire. 3 communautés religieuses y vivent, les Druzes qui dominent le Chouf, les chrétiens maronites concentrés d'abord dans le nord et les chiites. Quant aux musulmans sunnites, ils habitent surtout dans les zones urbaines en dehors du mont Liban. L'évolution de la politique locale est notamment marquée par le règne de 2 émirs, Fakhreddin de Mahan, 1590 à 1635, ou 1572 à 1635 selon certaines sources, et Bachir de Chéab, 1788 à 1840. Ils sont considérés comme les bâtisseurs du Liban moderne. Fakhreddin II est connu pour son habileté, unanimement reconnu par les historiens. Il voit son pouvoir devenir légendaire pour avoir tenu tête à l'armée ottomane dans la fameuse bataille d'Andjar, en 1623. Cette victoire est due, non pas à une supériorité militaire de ses troupes, qui ne comptent que 4000 hommes contre 12 000, mais à sa finesse manœuvrière. Il saura ensuite étendre son influence au sud jusqu'en Palestine, Safad et Tibériade, et aussi à Palmyre, à l'est, dépassant ainsi le périmètre du mont Liban. Quant à Bachir de Chéab, connu pour sa subtilité, il assiste à 3 événements majeurs qui ont marqué son long règne de 52 ans. L'arrivée de Napoléon Bonaparte en Égypte en 1798, le pouvoir à Saint-Jean d'Acre, Akka, en Palestine, du fameux et redoutable Ahmad Pacha surnommé Djazar, le boucher, et enfin l'autorité de Mohammad Ali en Égypte. Vers la fin du XVIIe siècle, et avec la disparition de la dynastie des Mahan, les Chéabes arrivent au pouvoir. Contrairement à la famille Mahan qui appartient à la communauté druze, les Chéabes sont à l'origine des sunnites convertis ensuite au christianisme maronite. Une conversion qui va de pair avec le développement de la communauté maronite, dominante économiquement. La communauté druze, dans la montagne, reste toutefois une forte puissance féodale avec laquelle les Chéabes doivent compter. Le 1er juillet 1798, Bonaparte débarque près d'Alexandrie, et sa venue laissera des traces indélébiles au Liban. Elle ouvre en effet l'émirat aux influences étrangères. Il est vrai que cette ouverture de l'Empire à l'Europe n'est pas tout à fait inédite. On peut citer l'accord que le sultan Soliman le Magnifique avait conclu avec François Ier, roi de France, en 1535, et qui fut parmi les premières capitulations signées avec l'Europe. Mais la différence entre les 2 conduites est de taille. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman est à son apogée, sa force militaire mais aussi politique et économique remplit l'Europe à la fois d'admiration et de crainte. À la fin du XVIIIe siècle, il est affaibli. Ses contacts avec l'Europe, dans les circonstances imposées par l'expédition de Bonaparte, ne peuvent que le fragiliser. Dans la montagne, l'arrivée des troupes françaises n'est pas perçue de la même manière par les différentes communautés. Si les musulmans druzes se montrent très inquiets, c'est surtout l'accroissement des tensions entre les 2 principales communautés, maronites et druzes, qui préoccupe. Alors que les druzes redoutent l'installation des Français, qui pourrait faire pencher la balance du côté des chrétiens devenus supérieurs en nombre et en pouvoir économique, les chrétiens, eux, ne sont pas contre l'arrivée de Bonaparte. Par ailleurs, l'émirat doit maintenir son équilibre au sein des jeux de pouvoir locaux. Le pacha d'Acre, Djazar, a toujours cherché à réduire le prestige de l'émir en pratiquant une politique interventionniste, manipulant les factions politiques et les communautés religieuses, maronites et druzes, l'une contre l'autre. Ce n'est qu'à sa mort, en 1804, que Bachir II va pouvoir enfin rétablir son pouvoir dans le mont Liban. En 1798, sollicité par les 2 belligérants, Napoléon et Djazar, il a malgré tout réussi à garder la neutralité de la montagne en refusant leurs appels respectifs à l'aide. Jusqu'au début du XIXe siècle, Bachir II a su contenir les divisions entre les différents groupes religieux de la montagne. Au sommet de son pouvoir, en 1811, il apparaît comme le champion des chrétiens et des druzes persécutés, non seulement dans l'émirat, mais dans toutes les régions de la Syrie, assure l'historien Kamal Salibi. Cependant, les évolutions du XIXe siècle sonnent le glas de cette gloire. L'influence des idées nationalistes importées d'Europe,
L'affaiblissement du pouvoir de la Sublime Porte en perte de vitesse rapide malgré l'instauration des Tanzimat, réformes, et les ambitions envahissantes du maître de l'Égypte, Mohammad Ali Pacha, contribuent à affaiblir son pouvoir. Lorsqu'Ibrahim Pacha, fils de Mohammad Ali, poussé par ses convoitises territoriales, occupe le mont Liban de 1832 à 1840, il porte un coup dur à la symbiose druso-maronite. Les chrétiens le soutiennent au départ, contrairement aux druzes. Des troubles commencent à s'installer entre les deux communautés. Des révoltes contre la présence égyptienne dans l'émirat ne vont pas tarder à éclater. Elles vont conduire à la fin de l'émirat en 1840 et au commencement d'une nouvelle phase. En examinant ces 300 ans de principauté, comment interpréter la texture de ce Liban embryonnaire? De nature sociale multireligieuse, deux groupes dominent, les druzes et les chrétiens maronites. Sur le plan de la gestion administrative locale, la communauté druze occupe une place centrale. L'utilisation de termes tels que Mont des Druzes, Jabal al-Dourouz ou Émir des Druzes, Amir al-Dourouz pour désigner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.